Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà ce soir pour ce premier rendez-vous en live sur le Facebook, avec à mes côtés Francis Saint-Hubert, qui est le directeur général du CHD de La Roche-sur-Yon, mais qui est aussi responsable, responsable pour tous les hôpitaux de Vendée, c'est ça? À part Georges Mazurel. À part Mazuret. Ouais. Bien, le principe ce soir, eh bien, c'est d'avoir un échange direct avec vous, de répondre à vos questions. Alors, vous avez eu 48 heures pour poser un certain nombre de questions auxquelles nous allons répondre. Et puis, en fin de transmission, eh bien, si nous avons encore du temps, nous pourrons répondre à des questions en direct. Je voudrais demander, Francis Saint-Hubert, euh, on est très avide de toutes vos réponses. Beaucoup de questions, donc, évidemment, sont posées sur les hospitalisations et sur la politique que vous dirigez pour le CHD à La Roche-sur-Yon. La première question, c'est combien de cas ont été dépistés sur La Roche-sur-Yon ou sur les communes alentours? Combien de patients Covid-19 sont hospitalisés sur la Roche au CHD? Et y aura-t-il une vague massive comme elle a été annoncée? Un pic est-il prévu et si oui, pour quand? Alors, Monsieur le maire, d'abord merci. Merci de me donner cette occasion donc, de pouvoir dialoguer directement avec nos concitoyens, notamment lyonnais et vendéens. Donc, il y a plusieurs questions dans votre première question. Bon, d'un point de vue épidémiologique, ce que nous pouvons dire, c'est qu'à La Roche-sur-Yon même, donc pour le CHD, depuis le début de l'épidémie, nous avons pris en charge 88 patients. À ce jour, nous avons 54 patients qui sont hospitalisés. Donc nous avons un service de réanimation pour toute la Vendée. C'est le seul service de réanimation et nous avons donc multiplié sa capacité quasiment par 3. Actuellement, nous avons donc 19 patients en service de réanimation et 35 en hospitalisation, en service classique. Et nous avons créé des unités spécifiques Covid pour pouvoir prendre en charge, et je reviendrai sur les modalités de prise en charge. Parmi les 88 patients, 29 patients sont retournés chez eux, donc c'est important de le dire. Voilà, 29 patients qui sont guéris? Qui sont guéris, qui sont retournés chez eux. Voilà. Et nous avons eu malheureusement 5 décès dans les 88. Et dans les autres établissements que j'ai aussi en charge, que ce soit Fontenay-le-Comte, les Sables-d'Olonne, la Châtaigneraie et Chaland, ensemble des établissements, l'Île-Dieu et Noirmoutier, voilà, tous ces établissements. Bon, je vous donne les totaux. Donc, nous avons 22 patients en ce moment au niveau donc, de l'hospitalisation. 22 patients en totalité pour le reste des établissements, 13 patients en hospitalisation, 2 qui sont retournés à domicile et dans l'ensemble de ces établissements, 7 décès. Donc en Vendée, 110 patients pris en charge, 67 en cours d'hospitalisation, 36 qui sont retournés chez eux et 12 décès. Donc, dans ceux qui sont hospitalisés aujourd'hui, comptez-vous ceux qui nous sont arrivés récemment, soit de l'Île-de-France, soit de l'Est de la France? Et combien sont-ils? Et est-ce que ça impacte le service que vous pouvez apporter aux autres patients? Alors, ce sont essentiellement des patients qui viennent d'Île-de-France et du Grand Est. Comme vous le savez, le Grand Est a été, donc Mulhouse, Strasbourg, Colmar ont été les premiers établissements qui ont été touchés. Ensuite, il y a eu l'Oise, avec Beauvais. Et effectivement, l'épidémie est en train de progresser. Et donc, nous sommes en pleine phase là aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on a atteint le pic, parce qu'à l'Île-de-France, c'est le début de la vague. Donc, ce sont les services de réanimation, malgré le fait que les capacités étaient augmentées dans ces régions, ces services-là sont débordés. Donc, ce qui fait qu'il y a une stratégie nationale qui a été définie par le gouvernement. Donc, tous les établissements de l'Ouest, parce qu'à l'Ouest, nous ne sommes pas encore touchés, et nous nous sommes préparés, nous avons cette chance de nous préparer depuis 3 semaines, alors que les établissements dans l'Est n'ont pas eu cette opportunité. Donc nous avons largement les capacités d'accueillir. Donc en ce qui concerne La Roche-sur-Yon, nous avons eu une première vague de 4 patients que nous avons accueillis en réanimation. Et puis nous sommes en train d'accueillir ces jours-ci également 4 patients. Donc c'est dans les
chiffres que je vous ai donnés, ces patients, évidemment, sont intégrés dans nos capacités de lits de réanimation que nous avons organisées spécifiquement pour accueillir ces patients. Une question qui revient souvent chez les internautes de Facebook, c'est est-ce que le CHD travaille avec les établissements privés et pour les Lyonnais avec la clinique Saint-Charles? Alors oui, la réponse, et c'est un travail vraiment collégial que nous avons entrepris depuis le début, parce que vous savez que bon, voilà, il y a 3 semaines, donc il y a eu le plan blanc qui a été déclenché dans l'ensemble des établissements. Donc la première conséquence, ça a été de déprogrammer les activités qui étaient programmées dans l'ensemble des établissements. Donc évidemment, nous l'avons fait en tenant compte, en préservant l'activité des urgences, et puis également toutes les pathologies où on considère que le fait de ne pas opérer tout de suite ou de ne pas les prendre en charge, il peut y avoir une perte de chance. Donc c'est ce que nous appelons les activités non différables que l'on continue de prendre en charge. Évidemment, pour pouvoir augmenter nos capacités de lits de réanimation, le combat il se trouve là, nous avons besoin, habituellement nous avons 18 lits de réanimation avec du personnel qualifié, et là on va jusqu'à quasiment une 50aine, voire plus. Donc il a fallu faire des travaux, par exemple au bloc opératoire, d'autres endroits pour pouvoir installer des lits, et nous avons besoin du personnel supplémentaire, notamment qualifié. Par exemple, les IAD, les infirmiers anesthésistes de bloc opératoire, des IBOD également. Donc ça, ce sont du personnel qui existe dans les autres structures, comme la clinique à un bloc opératoire, la clinique Saint-Charles, mais également Porte-Océane, et également la clinique de Fontenay-le-Comte. Donc il y a vraiment un travail collaboratif pour pouvoir mettre, y compris les anesthésistes, c'est-à-dire que les anesthésistes, par exemple, de la clinique Saint-Charles, vont venir travailler à l'hôpital, à la maternité, et les anesthésistes hospitaliers qui travaillaient à la maternité vont pouvoir aller donner un coup de main à leurs confrères réanimateurs. Donc ce mouvement, ce travail en commun, que ce soit du personnel médical et paramédical, se met en place. Par exemple, au Sable d'Olonne, il y a un circuit court qui a été mis en place pour que la clinique, tout ce qui est petite traumatologie, tout ça, ce sont les praticiens, les chirurgiens de la clinique qui prennent en charge directement. Et à Fontenay, pareil, nous avons des collaborations étroites. Alors une question que vous nous posez souvent aussi sur le réseau Facebook, elle concerne les moyens matériels qui sont mis à la disposition des établissements de soins, et en particulier sur La Roche, on me demande où nous en sommes dans la pénurie des masques. Est-ce que la ville a fait des commandes? Qu'est-ce qu'elle a pu faire à son niveau et pour quel personnel? Alors, nous avons commandé 150 000 masques il y a une dizaine de jours maintenant. Les 10 premiers 1000 sont arrivés lundi. On attend une deuxième vague pour le milieu de la semaine prochaine. Dans le même temps, 10 000 masques ont été livrés par nos prestataires habituels. Et puis, je voudrais rendre hommage à toutes les entreprises que nous avons sollicitées et qui ont fait le tour de leur stock et qui ont permis de gérer l'urgence des premiers jours avec quelques milliers de masques qui nous ont été mis à disposition. Je tiens à les remercier. Ces masques, nous les avons à notre niveau, bien évidemment, orientés directement vers les EHPAD, puisque c'est un point sensible de cette crise du Covid-19. Et donc, nous les avons orientés directement vers les EHPAD pour protéger nos anciens. Une question se pose souvent, c'est quel est l'intérêt des masques en tissu? C'est une question assez compliquée, mais parce qu'au fond, tout ça n'est pas forcément démontré comme utile, mais en tout cas, c'est une première barrière, et si on multiplie les barrières, elles seront forcément efficaces. Je rends hommage aussi à la société Cocktail Vision, qui, avec ses partenaires, réalise désormais des masques en plexiglas. C'est important de voir cette solidarité vendéenne qui se démultiplie sur la Vendée, pas que sur La Roche-sur-Yon. Les couturiers, les manufacturiers ont eux aussi modifié leur chaîne de production pour fabriquer des masques. Ils nous en ont livré aussi quelques milliers gratuitement. Je tiens à les remercier pour l'ensemble de nos activités. Pour les infirmières aussi, où nous allons entamer la semaine prochaine les premières distributions en fonction du stock que nous pouvons avoir. Monsieur le directeur, le CHD, une question que l'on me pose, c'est: le CHD traite-t-il les patients testés positifs avec la chloroquine ou un tout autre traitement spécifique? La chloroquine
est au cœur des discussions, de toutes les discussions aujourd'hui. Qu'en est-il? Alors effectivement, bon, en tant que citoyen également, j'assiste à ce débat. Le CHD a cette chance d'être un des centres hospitaliers, hein, en dehors des centres hospitaliers universitaires, hein, donc parmi les centres hospitaliers de cette taille, on est parmi les premiers à avoir une recherche, un service de recherche clinique extrêmement développé. Donc nous avons une équipe à la fois médicale et paramédicale constituée, plus d'une cinquantaine de personnes qui travaillent pour la recherche clinique. Donc évidemment, nous avons donc la possibilité, et nous l'avons déjà commencé, de participer à des essais cliniques, comme nous le faisons pour d'autres pathologies. Donc évidemment, la chloroquine fait partie d'autres traitements, mais c'est dans le cadre de la recherche que nous pouvons accéder à ce traitement. Donc c'est possible. Alors naturellement, pour être parfaitement au clair, il faut être sélectionné dans ces essais cliniques. Alors, on m'a déjà posé la question de savoir, oui, mais si je viens, est-ce que j'ai le droit? Alors, évidemment, vous savez que on ne peut prescrire la chloroquine que dans les hôpitaux, et c'est une décision collégiale des médecins. Voilà, ça c'est important de retenir. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prescrire la chloroquine à la demande. Donc c'est un traitement et une décision qui est prise par l'ensemble des médecins. La situation aujourd'hui n'est pas totalement claire pour que ça puisse être une décision individuelle. Merci, c'est important parce que c'est vrai que tout le monde a un avis sur le sujet. Vous savez, la France, c'est 60 millions d'avis à chaque fois. Je lisais il y a quelques jours, nous avons la chance d'avoir 60 millions de sélectionneurs pour chaque Coupe du Monde. Et puis nous avons ici 60 millions de médecins pour donner un avis sur la chloroquine. Moi, je suis d'avis, et comme beaucoup de gens autour de moi, de dire faisons confiance à nos médecins, faisons confiance aux autorités médicales qui savent ce qu'ils font. La crise passera le plus tôt possible, je l'espère, nous l'espérons tous. Une question qui nous est posée assez régulièrement, c'est au sortir du confinement, est-il prévu de désinfecter les rues de La Roche-sur-Yon? Alors, c'est une question qui n'est malheureusement pas d'actualité aujourd'hui, le confinement n'est pas terminé. Ce que nous dit l'Agence régionale de santé sur la désinfection avec l'eau de Javel, elle nous dit que probablement le remède est pire que le mal, et que l'eau de Javel dans la nature n'est pas, surtout dans des quantités importantes, n'est pas de bon augure pour la planète. Donc nous sommes en réflexion avec différentes sociétés pour voir de quelle manière nous pouvons désinfecter les rues de La Roche après le Covid-19 de façon à ce que ce soit efficace et sain pour tout le monde. Monsieur le directeur, une question qui vous est destinée. Comment aborder le déconfinement et des tests sont-ils envisagés par la suite? Alors, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour nous, professionnels, c'est une question qui semble prématurée. Si j'ai un avis en tant qu'hospitalier, il est clair que nous souhaitons que le confinement aille jusqu'au bout et le temps qu'il est nécessaire. C'est vraiment important. Aujourd'hui, on voit bien, de par le monde, nous n'avons pas d'autres mesures aussi efficaces que le confinement. Ensuite, en ce qui concerne l'hôpital, évidemment, nous constatons qu'aujourd'hui, les patients ne viennent plus. Ils ont compris que c'est dangereux de sortir. Néanmoins, il y a des pathologies, il y a des situations où il ne faut pas trop attendre. Donc il faut appeler son médecin traitant. Quand on n'a pas de médecin traitant, passer par le 116, 117, ou venir aux urgences. Mais nous savons que tous ces patients qui sont en attente, à la sortie du déconfinement, vont arriver à l'hôpital. Les équipes hospitalières sont extrêmement investies. Je ne sais pas si, voilà, 1 mois, 2 mois, peut-être jusqu'à l'été.
hein, je ne parle pas du confinement, mais le temps que effectivement l'hôpital se remette de son organisation spécifique. Nous avons déménagé les services, je vous ai parlé des travaux au bloc opératoire. Donc il faut qu'on revienne sur ces organisations progressivement. Donc l'arrêt du confinement ne veut pas dire un hôpital opérationnel immédiatement pour rattraper le retard et prendre en charge tout le monde. Donc il faut encore de la patience, mais nous nous préparons à cette phase-là. Nous nous organiserons pour pouvoir faire au mieux pour que l'ensemble des professionnels soient là pour pouvoir prendre en charge les besoins de la population. Donc ça, c'est le défi que nous aurons à relever. Est-ce qu'il y aura des tests et des essais? Probablement, le Premier ministre l'a mentionné, il y aura des tests de sérologie pour vérifier voilà, si on a été effectivement développé les anticorps. Il y aura des tests qui seront proposés. Là, aujourd'hui, je n'ai pas d'informations spécifiques pour aller plus loin dans cette réponse. Il y a un message essentiel, respecter le confinement. Mais en cas de besoin important de soins, n'hésitez pas à appeler les médecins ou contacter le 116 117 quand on n'a pas de médecin, ou les urgences, ou les spécialistes de l'hôpital, hein, des hôpitaux, parce que nous avons développé la téléconsultation dans beaucoup de filières. Ça s'est mis en place très très vite et il ne faut pas hésiter à vous renseigner par rapport à ces téléconsultations et nous appeler. Alors j'en profite pour passer un message qui m'a été soufflé par plusieurs médecins à La Roche-sur-Yon. Le Covid-19 n'efface pas les autres pathologies. Donc si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez malade, si vous avez un doute sur votre état de santé, n'hésitez pas à consulter vos médecins. Ce message, je le passe de la part de vos médecins généralistes qui m'en ont fait part hier et aujourd'hui en me disant insistez, monsieur le maire, sur le sujet parce que on a peur qu'un certain nombre de pathologies ne soient plus détectées tout simplement parce qu'on donne l'entière priorité, et c'est bien normal, au Covid-19. Une question qui m'est plutôt destinée, qui est destinée plutôt à la municipalité, qui est qu'en est-il du risque de pénurie alimentaire évoqué par l'OMS et l'ONU? La crise peut-elle être évitée à La Roche-sur-Yon? Le DICRIM intégrera-t-il à terme le risque de pénurie alimentaire? Alors d'abord, le DICRIM, c'est le document qui vous détaille, qui a été livré dans chacun des foyers à La Roche-sur-Yon, qui détaille le plan communal de sauvegarde, qui a été mis en place il y a déjà 2-3 ans, et qui est renouvelé. Eh bien, sur l'avis global sur la pénurie alimentaire mondiale, je pense que ce n'est pas ici tout à fait le lieu. En ce qui concerne La Roche-sur-Yon, il n'y a aujourd'hui pas de danger, en tout cas pas immédiat, et même à moyen terme, sur une pénurie alimentaire. En revanche, je pense que sur le prochain plan communal de sauvegarde, nous devrons intégrer la pénurie alimentaire et nous devrons, en marge des enseignements qui nous seront livrés par cette crise sanitaire, eh bien, prévoir aussi cet aspect des choses qu'est l'alimentation. Nous avons travaillé avec monsieur le préfet sur le sujet, sur les marchés par exemple. Alors quand monsieur le directeur nous dit restez chez vous et effectuer un confinement efficace, oui, il faut néanmoins s'alimenter. Et donc après de moult discussions et échanges avec monsieur le préfet, nous avons réussi à obtenir l'ouverture du marché des Halles qui est structuré avec un contrôle à l'entrée, avec une entrée, une sortie, avec des espaces entre chaque consommateur. Nous avons repris la discussion avec monsieur le préfet ces jours-ci pour voir si dans des conditions similaires nous pouvons réouvrir les marchés au vent des Jaulnières et la Garenne en particulier. Je sais que ces marchés vous manquent dans vos quartiers et je sais aussi que les commerçants sont tout prêts d'adopter de nouvelles mesures pour qu'on puisse réouvrir. Alors je m'adresse aussi à monsieur le préfet, réfléchissons ensemble pour voir comment nous pouvons réaffirmer ce service à la population. Monsieur le directeur, par exemple, j'ai un rendez-vous au CHD, puis-je y aller en toute sécurité ou puis-je me fournir en masque pour assurer ma protection, nous pose comme question un de nos internautes.
Alors, que ce soit au CHD ou l'ensemble des établissements, dans tous les établissements aujourd'hui, qu'ils soient publics ou privés, les choses sont claires. Tous les établissements sont organisés, notamment à travers la porte d'entrée principale qui est le service des urgences. Il y a 2 filières. Donc dès que vous arrivez, avant même que vous rentriez dans le service, donc suivant les lieux, nous distinguons les patients qui peuvent potentiellement être Covid. Et en général, voilà, température, toux, voilà, éventuellement des signes respiratoires hein, quand la pathologie est avancée. Donc immédiatement, ils sont mis dans la filière que l'on appelle respiratoire. Et puis pour les autres pathologies, bon voilà, vous venez. Donc d'emblée, il y a séparation. Voilà, dès que vous arrivez, il y a séparation. Donc il n'y a pas de risque. Ensuite, évidemment, en fonction de ces séparations et des besoins et du diagnostic, et donc immédiatement, il y a une infirmière qui vous prend en charge, et puis ensuite les médecins. Évidemment, on vous donne les protections qui sont nécessaires en fonction des signes qui vous sont présentés. Alors, le signe aujourd'hui, le risque zéro, il n'existe pas. Hein, quand on va faire ses courses en grande surface, hein, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un endroit où, simplement, la seule façon de se protéger. Souvent, on se concentre sur le masque, mais ça peut être une fausse protection. Donc je me permets vraiment de dire que les gestes barrières sont aussi importants. Donc de garder les distances, c'est aussi important. Donc, c'est exactement ça, monsieur le maire. Oui, c'est le geste. Je pense que nous allons longtemps garder hein, ce geste-là qu'on est en train d'apprendre. Voilà, c'est ça. La vraie protection, c'est dans nos comportements et la façon dont nous nous comportons pour nous protéger, mais également pour protéger les autres. Une question qui nous revient aussi assez fréquemment, c'est se déplacer au cimetière rentre-t-il dans les dérogations possibles? Alors, désolé pour ceux qui souhaitent, mais c'est non. La préfecture interrogée sur le sujet nous rappelle que la disposition pour les cimetières, c'est uniquement l'accès lors des cérémonies pour 20 personnes au maximum et toutes devant être de la famille. Pour le reste du temps, eh bien, nous patienterons un peu pour aller rendre hommage à nos défunts sur leur tombe. Une question aussi, comment la ville soutient-elle les personnes isolées, âgées ou en difficulté? Alors, dès le début du confinement, nous avons voulu offrir une solution de prise en charge au SDF, au sans domicile fixe. Et donc nous avons réquisitionné le centre sport et loisirs que nous avons mis à disposition de Passerelle, de l'association Passerelle, pour y recevoir les sans-abri. Ils sont une dizaine aujourd'hui, sous la responsabilité de Passerelle, avec l'appui logistique du centre sport et loisirs et de son directeur Éric Salé, et bien évidemment de la ville. Nous avons à La Roche-sur-Yon un service de portage des repas. C'est à peu près 100 repas par jour habituellement. Pendant cette période de crise, nous en sommes à 180 portages de repas. Et je dois d'ailleurs rendre hommage au personnel de la ville, volontaires, qui, changeant un peu de leur champ de compétences habituel, se chargent de ce portage de repas. Le centre municipal de restauration continue la fabrication d'à peu près 500-600 repas par jour pour alimenter à la fois les EHPAD, les écoles qui reçoivent les enfants du personnel soignant et bien sûr le portage de repas à domicile. Nous avons aussi mis en place avec Entourage un service de suivi des personnes les plus fragiles et sous la responsabilité de M. Williamson, eh bien, ces personnes sont contactées de façon régulière pour prendre soin et des nouvelles, pour prendre soin d'eux, pour prendre des nouvelles et pour leur apporter les services dont ils ont besoin. Les épiceries solidaires et les distributions alimentaires ont repris sous la responsabilité
de la maquis avec l'appui des bénévoles. Voilà, c'est un ensemble de mesures qui bien sûr sont placées pour la plupart sous la responsabilité du Centre d'action sociale de La Roche-sur-Yon, qui reste ouvert pendant cette période et qui continue à recevoir soit physiquement, soit par appel, entre 50 et 80 personnes par jour. Je voudrais rendre hommage à tout le personnel de La Roche-sur-Yon et de La Roche-sur-Yon agglomération qui continue son travail au service de la population avec toute cette disponibilité qu'ils mettent pour la population. Monsieur le directeur, une question qui revient aussi. Est-il possible de prêter main forte à l'hôpital sans compétences particulières pour aider, nettoyer, réapprovisionner? Je crois que vous avez un message particulier pour tous ceux qui fournissent des repas gratuitement en ce moment, ou des desserts, ou des petites attentions au personnel soignant. Oui, évidemment, les hospitaliers d'abord, nous recevons beaucoup de messages et de soutien, de remerciements. Donc, nous avons mis en place dans l'ensemble des établissements, via notre site intranet, de faire remonter ces messages. Donc ça, c'est vraiment, on sait que voilà, il y a beaucoup de personnes qui applaudissent à 20 heures. On est encore au travail, hein, voilà. Donc, mais par contre, tous ces témoignages qui nous arrivent, je le sais, dans tous les services, ça fait énormément plaisir. Ensuite, il y a aussi effectivement des dons des entreprises. Ça peut être aussi des artisans, hein, artisans boulangers, tout ça, donc qui nous amènent ce qu'ils produisent. Donc, on a eu un chocolatier, voilà. Donc, et évidemment, nous les partageons dans les services. Ensuite, il y a aussi des dons importants des sociétés. On sait que la Vendée est une terre d'initiative et d'entreprise. Donc nous avons eu des dons en masques, en surblouses, l'ensemble des établissements. Donc ça, c'est un soutien important. Et puis il y a eu les professionnels en retraite qui se sont également manifestés. C'est aussi un soutien important. Nous les avons intégrés. Et puis ensuite, il faut constater qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas encore... la vague n'est pas arrivée. Donc, nous avons mis à l'arrêt beaucoup de services. Nous avons arrêté le fonctionnement. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, nous avons les effectifs, le personnel disponible pour prendre en charge ce que nous aurons à faire aujourd'hui. La situation va forcément évoluer très vite quand on sera en plein pic d'activité comme le sont. Donc, on n'a pas de besoin immédiat, je le dis, mais je ne veux pas décourager les personnes qui sont volontaires. En attendant, ce que je vous propose, c'est que nous avons créé 2 adresses mail sur CHD. Vous pouvez aller sur notre site internet. Une adresse mail pour tout ce qui est renfort ressources humaines, mais également pour tout ce qui concerne le renfort matériel. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous efforçons, malgré la gestion de la crise, de faire un retour. C'est quelque chose sur laquelle aussi l'hôpital s'organise pour répondre positivement à ces volontaires. Et je vous rappelle que du côté de la ville, vous avez une adresse mail sur laquelle vous pouvez vous proposer pour le bénévolat. C'est bénévolat.covid19@larochesurion.com. C'est une adresse où vous pouvez adresser à la fois vos demandes de soutien, mais aussi vos propositions pour vous rendre utile pour les autres. Une question que l'on me pose, c'est pourquoi avoir mis en place le couvre-feu et qu'est-ce qui le justifiait? Alors pourquoi la mise en place du couvre-feu? Tout simplement parce qu'au moment où nous l'avons mis en place, trop de gens ne se rendaient pas compte de l'impériosité de respecter le confinement. Et donc pour cela, nous avons décidé de mettre en place le couvre-feu. Espérons que ce choc
a permis aux Lyonnais de rester encore plus chez eux et d'être protégés. Les forces de police font des contrôles, évidemment ils verbalisent de temps à autre, évidemment c'est pas agréable en cas de récidive, de double récidive, de recevoir 1 500 € d'amende, devoir donner 1 500 € d'amende, mais c'est le prix à payer pour la santé de tous et pas simplement de ceux qui se promènent. Une autre question que l'on me pose, c'est est-il opportun de laisser l'éclairage public la nuit durant le couvre-feu ? Alors c'est une question que l'on s'est posée immédiatement, et même avant le couvre-feu. Mais l'éclairage public, il est là aussi pour faciliter la vie des services de secours et puis des services de la ville qui interviennent aux heures où chacun d'entre nous dort ou est censé se reposer. Donc l'éclairage public doit rester en place. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons diminué partout où c'était possible l'intensité de 50% de la luminosité. Et puis, là où il y a des éclairages à LED, ce qui depuis quelques années est l'objectif, c'est de remplacer l'éclairage traditionnel par un éclairage à LED, eh bien nous l'avons diminué encore plus que 50% au maximum. Évidemment, cette crise nous apprendra un certain nombre de choses et peut-être que ce n'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas possible aujourd'hui, mais peut-être que nous pourrons à l'avenir allumer un candélabre sur 2 et c'est peut-être ce qui nous permettrait de faire des économies et pas simplement en temps de Covid-19. Monsieur le directeur, une question qui vous est destinée. Vous avez potentiellement répondu tout à l'heure, mais on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin. Quelles aides sont apportées aux auxiliaires de vie, aux aides à domicile, à tous ces professionnels au plus proche des personnes fragiles ? C'est une question qui dépasse largement mes compétences, mais mon domaine, je dirais, mes domaines d'intervention. Néanmoins, je voudrais souligner l'hôpital est un des maillons de la chaîne. Bon, forcément un maillon essentiel, mais nous travaillons en lien avec beaucoup d'autres acteurs, soit libéraux, les infirmiers libéraux, la médecine de ville, des structures associatives, nous avons l'HAD, ADMR, SIAD, beaucoup d'acteurs qui gravitent et qui effectivement prolongent la prise en soin, ou des fois simplement des aides à domicile. Évidemment, l'ensemble de ces acteurs ne relèvent pas tous de ce qu'on peut appeler du statut hospitalier et malheureusement, je ne peux pas répondre de ce qui est prévu par soit les conventions collectives ou les autres, je dirais, statuts qui vont gérer. Donc malheureusement, je ne peux pas répondre directement, mais j'espère que tous ces efforts qui sont fournis par ces professionnels, et nous avons besoin des uns et des autres. Donc à ce titre-là, le CHD en tant qu'établissement support pour l'ensemble du département, évidemment, se met en lien. Là, par exemple, je viens de quitter une réunion avec l'ARS, la délégation territoriale, le département, et également des acteurs représentants, par exemple, la médecine de ville, les SIAD, les EHPAD. Donc nous essayons de nous coordonner au maximum parce que si l'un des acteurs fait défaut, le patient viendra à l'hôpital. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas cette rupture dans cette chaîne de prise en charge. Donc l'hôpital a une place importante, donc elle a aussi une responsabilité pour faire que l'ensemble des maillons de cette chaîne se tiennent et puissent être opérationnels pour répondre aux besoins de la population. Merci. Une question qui nous est parvenue aussi ce matin, c'est je suis un jeune entrepreneur, mon activité a cessé depuis le 17 mars dernier. Sur qui et quoi puis-je compter pour relancer mon activité ? Alors c'est une vaste et importante question. Il y a toutes les aides d'État qui vont être mises en place. Vous allez pouvoir les retrouver à travers un livret qui va être mis à disposition dans les jours qui viennent sur le site de laroche-sur-yon.fr. Un livret qui va rappeler toutes les aides qui sont mises en place aujourd'hui. Le livret sera évolutif parce que déjà, ne serait-ce que pour la ville et pour l'agglomération de La
La Roche-sur-Yon, je vais proposer aux assemblées qui vont se tenir en avril prochain, dans les 15 jours qui viennent, eh bien de consacrer pour la ville 1 million d'euros d'aide aux micro-entrepreneurs et aux commerces, et pour l'agglomération, 1 million d'euros d'aide pour les entreprises. Ces 2 millions, nous allons décider des modalités d'affectation avec la Chambre des métiers, la Chambre des commerces et les représentants des commerçants, pour que tout cela soit le plus efficace possible. Donc nous sommes à vos côtés avec nos moyens, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous accompagner. Quelques questions qui nous arrivent sur le Facebook. Si nous avons encore le temps, on peut encore consacrer, je regarde ceux qui travaillent avec nous, 5 minutes me disent-ils. Les parcs de La Roche-sur-Yon sont-ils fermés ou ouverts? Alors, les parcs et jardins sont fermés. Sont ouverts les bords de Lyon pour des balades. En fait, nous avons fermé tout ce qui était qui amenait des concentrations de personnes. Et c'est vrai que c'est tentant, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, de se retrouver à plusieurs, je pense plus en particulier aux jeunes, à plusieurs copains pour discuter dans les parcs et jardins. Non, attendez quelques semaines pour faire cela. Donc les parcs et jardins sont fermés. Nous avons pris un accord avec les jardiniers des jardins familiaux et la préfecture pour que les terrains puissent être entretenus et puis que nos jardiniers puissent aller chercher leurs légumes ou les planter. Donc ils auront le droit pendant 1 heure, c'est-à-dire le temps que tout un chacun peut avoir à sa disposition pour se promener dans la journée ou se dégourdir les jambes, ils auront cette heure pour aller dans leurs jardins familiaux à condition de respecter des règles strictes qui sont placées, affichées à l'entrée des jardins. Et bien sûr, je compte sur la responsabilité de chacun pour respecter ces règles. Une autre question, c'est les supermarchés sont bondés, pourquoi? Alors, les supermarchés sont bondés, ils sont effectivement des lieux de consommation, il faut bien faire ses courses. Pour la plupart des supermarchés, ils ont mis en place des mesures barrières qui permettent à chacun de faire ses courses en étant isolé des autres. Pour la plupart, j'engage ceux qui ne l'ont pas fait encore à les mettre le plus rapidement possible. La plupart aussi sont équipés de plexiglas de protection pour éviter les postillons. Ils ont des gants, du gel, pour que chacun puisse faire ses courses en toute sécurité. Et c'est en ce sens que nous avons insisté pour que les halles restent ouvertes, pour qu'on puisse disperser un peu les achats sur l'ensemble de la ville et de l'agglomération. Une question qui nous vient, la distribution des sacs jaunes a été suspendue, comment faire avec mes emballages? D'abord, faisons appel à la solidarité. Voyez avec vos voisins, avec ceux qui vous entourent, si vous avez la possibilité, s'ils ont la possibilité de vous prêter ou de vous donner des sacs jaunes pour vos emballages. Et puis, l'agglomération, à chaque fois qu'elle le pourra, pourra peut-être vous en amener tant que c'est possible encore. En revanche, n'hésitez pas à utiliser vos sacs plastiques transparents pour y mettre vos emballages et les déposer à côté de vos poubelles, là où étaient vos sacs jaunes auparavant. Les services de collecte sont au courant et ramasseront vos sacs, non pas jaunes, mais vos déchets. Les parkings résidents sont-ils encore payants? Aujourd'hui, toute verbalisation sur le domaine public concernant le stationnement est arrêtée. Y a-t-il encore d'autres questions? Peut-être d'autres, mais il va peut-être être le temps de terminer. Monsieur le directeur, ravi de vous avoir reçu pour ce premier direct Facebook. Un mot de conclusion peut-être? Oui, mais d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion d'éclairer. J'en profite pour remercier l'ensemble des professionnels du CHD, mais également des autres établissements. Ils se sont mobilisés vraiment comme ils le font d'habitude, dans des situations difficiles, en lien également avec comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les autres acteurs, que ce soit les cliniques, le monde associatif, les médecins libéraux. Donc c'est vraiment un travail, le sens du collectif, on le saisit en situation de crise.
Au-delà des hospitaliers, voilà, je voudrais faire passer un message qui me tient à cœur avec une certaine gravité. Effectivement, depuis 3 semaines, nous les hospitaliers, on est pris. À La Roche-sur-Yon, en Vendée, nous avons la chance de ne pas être encore touchés par ce qu'on appelle cette vague. C'est une crise majeure que l'humanité est en train de vivre. Je ne sais pas si tout le monde saisit la gravité du moment. Je me permets de souligner cet aspect, et c'est ensemble que nous devons nous protéger. Donc le confinement, c'est important. Le confinement peut aussi être un moment où nous pouvons nous interroger sur nos habitudes, notre civilisation. Ce virus est en train de nous interpeller. Profitons de ce moment pour nous poser les bonnes questions. Nous savons que ça va être terrible et qu'on va chercher, il y aura un avant et après. Nous devons modifier nos comportements. Ça me paraît essentiel. Nous ne pouvons pas continuer comme avant. Donc prenons ce moment pour réfléchir, nous interroger et pas simplement chercher des boucs émissaires. Ça me paraît vraiment important si nous voulons éviter d'autres crises. Merci. Merci, Monsieur le Directeur. Je crois que ces paroles sont des paroles de vérité. Plutôt que de rechercher des coupables, cherchons des solutions. Il me semble que c'est beaucoup plus important aujourd'hui. Je crois effectivement que nous sortirons tous de cette crise avec des enseignements à tirer de cette situation. J'espère que nous serons tous assez sages ensemble pour en tirer le meilleur parti pour l'avenir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et qui vont pouvoir bien regarder cette retransmission dans les jours qui viennent. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous en direct. Et je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, à 20h, d'ouvrir la fenêtre, d'applaudir ou de chanter, de faire du bruit, pour remercier tous ceux qui travaillent pour nous. Et je ne pense pas qu'au personnel soignant, Monsieur le Directeur, mais aussi à tous ceux qui travaillent dans les commerces, à toutes les entreprises qui permettent de continuer la vie. Et vous me permettrez d'avoir ce mot spécifique pour tous les agents de la ville et de l'agglomération et ceux du département et de la préfecture qui aussi rendent possible cette vie quotidienne. Merci. Et bonsoir à vous tous. Bonsoir.